Merci à toutes et à tous d'être là pour l'inauguration de cette nouvelle exposition. Je voudrais préciser que cette nouvelle exposition est organisée en collaboration avec le Musée juif de Berlin. Et si vous avez l'occasion d'aller à Berlin, vous verrez au Musée juif de Berlin une exposition qui ressemble étrangement à celle qui est présentée dans nos bâtiments, puisque c'est en effet une exposition que nous avons co-organisée avec ce musée que je vous conseille de visiter si vous avez l'occasion. Je voudrais également remercier Dominique Lanzmann et l'association qu'elle préside, à la fois pour son énergie, son dynamisme et sa détermination, qui nous ont permis de présenter ce soir cette exposition. Je voudrais également remercier le ministère des Armées qui nous soutient dans le cadre de cette exposition, ainsi que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est notre soutien de tous les jours. Et puis appeler immédiatement le président du mémorial, M. Éric de Rothschild. Bon, mesdames et messieurs, chères personnes et surtout Madame Lanzmann, je suis heureux de vous accueillir dans notre maison, dans le mémorial qui fait tant de choses diverses et variées pour garder le souvenir de la Shoah, mais surtout, je dirais, de l'utiliser pour un élément éducatif qui est absolument, dans le fond, indispensable. Alors, je suis particulièrement heureux de voir que vous êtes si nombreux ce soir pour l'inauguration de cette exposition de Shoah de Claude Lanzmann. Les enregistrements inédits. Ils ont effectivement, dans le fond, il y a eu un choix de ces enregistrements qui ont été faits et qui ont été transformés dans une exposition que vous pourrez voir voir après, d'ailleurs, après avoir vu le film, voir les différents éléments qui sont présentés dans notre fondation. L'occasion est d'ailleurs tout à fait probante parce que c'est l'occasion du centenaire de la naissance de Claude Lanzmann et c'est aussi le 40e anniversaire du film Shoah. Donc, je dirais pour toutes ces raisons, c'est tout à fait formidable qu'on puisse montrer ce nouveau film et rappeler la mémoire de Claude Lanzmann. Je voudrais très sincèrement remercier de sa confiance Dominique Lanzmann. Elle nous a permis de réaliser cette exposition. Elle anime avec force et détermination, très forte détermination, l'association Claude et Félix Lanzmann, à qui nous devons de faire rayonner l'héritage que Claude nous a laissé. Elle est formidable, c'est une batailleuse extraordinaire. Enfin, je voudrais remercier la directrice du musée juif de Berlin, Madame Etty Berg, ainsi que le commissaire scientifique de l'exposition, Madame Tamar Levinsky, qui sont elles sont à l'initiative de cette exposition présentée à Berlin depuis le mois de novembre. Et je voudrais aussi remercier M. Serge Tubiana, qui nous fait l'amitié d'être parmi tous. Mais permettez-moi de revenir sur Claude Lanzmann et à son film Shoah. Il est des œuvres
qui ne s'inscrivent pas seulement dans l'histoire. Elle la bouleverse, elle la reconfigure, elle impose une forme nouvelle pour dire ce que ce langage, jusqu'à là, ne parvenait pas à atteindre. Elle dit l'incompréhensible, l'inimaginable de cette prise de la décision, de cette prise à Wannsee, puis exécutée par des centaines d'hommes qui étaient pour la plupart des hommes parfaitement ordinaires. Il est des œuvres qui ne s'inscrivent pas seulement dans l'histoire. Elle la bouleverse, elle la reconfigure, elle impose la forme nouvelle pour dire que ce langage, jusqu'à là, ne parvenait pas à atteindre. Shoah est de celle-là. Et Claude Lanzmann, son créateur, fut l'inventeur d'un genre cinématographique absolument inédit. Car Shoah n'est pas un documentaire, c'est une architecture de mémoire. Plus d'une décennie d'enquêtes, des centaines d'heures d'entretien, des voyages à travers le monde, un travail patient, exigeant, parfois même dangereux. Lanzmann a interrogé les survivants, les témoins, les bourreaux, souvent d'ailleurs à leur insu. Il a filmé des paysages qui gardent en eux la mémoire silencieuse des crimes. Elle a fait surgir dans le présent la vérité de ce qui avait été conçu pour disparaître. Un film sans cadavre, sans images, sans archives, sans ces documents que l'on croyait indispensables pour témoigner. À la place, Claude Lanzmann convoque les voix, les visages, les tremblements. Celles des déportés, des résistants, des justes, des combattants des ghettos, celles aussi glaçantes des nazis eux-mêmes, décrivant leur travail avec une exactitude totalement insoutenable. Chacun paye le prix de sa parole. Chacun affronte la douleur, le déni ou la culpabilité pour dire ce qu'il n'avait jamais être, pour dire ce qui ne devait jamais être dit. Ce que Lanzmann accomplit alors tient du prodige. Il comprend bien avant d'autres l'urgence absolue de recueillir ces voix fragiles, vouées à disparaître et à les soustraire au néant. Il sent que le temps est compté. Il sait que l'extermination des Juifs d'Europe fut non seulement un crime, mais un crime pensé pour effacer jusqu'à ses propres traces. Alors, il décide d'arracher ces traces au silence, de leur donner une forme assez forte pour traverser toutes les générations. Et ce sera Shoah. Lanzmann entrelace les témoignages comme on tisse un tissu de vérité. Sa voix à lui, sobre, ferme, insistante, devient le fil conducteur de ce voyage dans le cœur obscur du processus nazi, dont la mécanique implacable d'une volonté d'extermination totale. Son film non seulement révèle les faits, mais la logique froide qui les a rendus possibles. Claude Lanzmann se nourrit du travail des historiens, notamment de Raoul Hilberg, et fait lui-même une œuvre historique en enquêtant sur le terrain, en confrontant les archives aux témoignages, les lieux aux faits historiques. Par son dispositif radical et novateur, Shoah opère une révolution dans la matière même de transformer et de transmettre l'histoire. Il ne montre pas l'extermination, il la fait revivre dans la confiance humaine.
Il ne donne pas à voir, il force à écouter, à entendre, à porter. Cette force monumentale, inclassable, dont l'objectif explicite est de faire échec au négationnisme. Et naturellement, il a trouvé sa place parmi les trésors de l'humanité. L'UNESCO l'a inscrite au registre de la mémoire du monde, reconnaissant ainsi la valeur de référence et son caractère irremplaçable. Car Shoah n'est pas uniquement un film sur le passé. Il est une convocation du passé dans le présent. C'est un rempart pour l'avenir. Et aujourd'hui, 40 ans après sa sortie, que nous dit encore Claude Lanzmann? Il nous rappelle que la vérité n'existe que si nous la portons, que la mémoire n'est vivante que si nous la transmettons, que le témoignage n'a de sens que s'il est partagé, repris, prolongé. Il nous rappelle que chaque voix sauvée du silence élargit l'espace de la vie. Claude Lanzmann a donné l'éternité à des voix menacées de disparaître. À notre tour, il nous appartient de les garder vivants et nous le faisons ici en ce moment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Éric de Rothschild. J'appelle maintenant Dominique Lanzmann. Cher Jacques Fredge, cher Éric de Rothschild, chers amis, cher Serge, cher Didier, les commémorations du centenaire viennent de commencer et vont continuer durant toute l'année 2026 dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans ce lieu que Claude Lanzmann affectionnait tout particulièrement, avec lequel il y avait des liens intimes, le mémorial de la Shoah, pour l'ouverture d'une exposition très originale, puisqu'il s'agit d'une exposition de sons qui sollicite donc votre ouïe et la lecture, et non la vision d'images, comme souvent dans les expositions. Cette exposition est le premier résultat d'une alliance franco-allemande suite à la candidature conjointe franco-allemande du film Shoah à la mémoire du monde de l'UNESCO, portée par l'ACFL, l'association Claude et Félix Lanzmann, que je préside et dont tous les membres sont présents aujourd'hui, à l'exception de Corinna Koulmas, notre trésorière, ou notre trésor plutôt, qui est souffrante du Covid. Marc Sagnol est présent, dont Gallimard vient de publier un hommage personnel, et Maître Maria de la Vega, notre juriste, et Benjamin Delattre, cinéaste. J'en profite pour remercier Éric de Rothschild, qui avait écrit une des plus belles lettres de soutien à la candidature du film Shoah il y a 4 ans. Et Fayard les a publiées dans sa dernière édition du livret de Shoah à l'occasion du centenaire. Toutes les lettres sont publiées. Donc la candidature conjointe avec l'Allemagne était la condition de son aboutissement dans des délais relativement rapides. Et c'est pour cela que nous avons donné à l'Allemagne une partie de l'œuvre Shoah. Sinon, c'était une candidature franco-française avec une liste d'attente qui pouvait durer des dizaines d'années, car chaque pays peut présenter 2 œuvres tous les 2 ans. Et Shoah, finalement, est une œuvre essentiellement universelle plutôt que franco-française, puisqu'elle n'a de français que, entre guillemets, son auteur, réalisateur, producteur, Claude Lanzmann. Donc c'est une œuvre typique de ce qui peut être inscrit à la mémoire du monde de l'UNESCO, puisqu'elle est tournée dans une dizaine de langues, dans une quinzaine de pays,
Et Audrey Azoulay elle-même, d'emblée, m'a dit que c'était une très bonne idée, même si elle n'intervenait pas du tout dans le processus de sélection. Donc la CFL, à ce moment-là, a décidé de donner à l'Allemagne les entretiens préparatoires à Shoah non suivis de tournage, c'est-à-dire 220 heures d'interviews inédits, dont une partie fait l'objet de cette exposition. Ensuite, j'ai retrouvé une boîte de chaussures qui contenait un complément qui visiblement allait avec cette boîte, parce que Claude Lanzmann a vécu 45 ans dans le même appartement et il était plein comme un œuf. Vous voyez, alors je n'ai pas tout trouvé en même temps. Et donc on a fait suivre cela en Allemagne aussi, parce que visiblement ça faisait partie du même lot. Et l'Allemagne s'est donc trouvée en possession de 160 cassettes d'interviews. Et il travaille depuis maintenant 4 ans et a développé des moyens considérables. Le Musée juif de Berlin a obtenu des subventions d'institutions privées et nous présente pour la première fois 23 interviews sur les 160. Donc ce sont des interviews qui n'ont pas été suivies de tournage, soit que les gens sont morts, Claude n'a pas pu les filmer, soit qu'ils n'ont pas voulu être filmés, ils ont refusé pour certains, malgré l'insistance de Claude Lanzmann, soit Claude Lanzmann n'a pas trouvé intéressant de les filmer, soit il a changé d'orientation, il a abandonné certains sujets, comme par exemple le Vatican, il a fait beaucoup de choses sur le Vatican, et puis ensuite il a estimé que ça ne rentrait pas dans Shoah, je vous rappelle que Shoah est une œuvre de commande par le gouvernement israélien et qu'on lui a demandé de faire un film non pas sur la Shoah, mais qui soit la Shoah et du point de vue des Juifs. Et donc, c'est comme ça qu'il est parti dans ce projet énorme et qui a duré 12 ans. Alors, je veux dire que j'étais impressionnée par la performance de Sophie Nagiscard, qui, en un temps record, parce que tout cela lui a été livré assez tardivement, hein, et donc elle a parfaitement adapté l'exposition que j'ai vue à Berlin il y a 15 jours. Et donc je vous invite à vous immerger dans ces témoignages inédits qui datent d'il y a 50 ans et donc 30 ans après la fin de la guerre. Alors ensuite, j'ai retrouvé une autre caisse d'environ 90 cassettes d'interviews, ceux-là suivis de tournage. La différence avec l'autre lot est qu'il s'agit là des 70 sujets que l'on connaît, parce que soit ils sont dans Shoah, soit ils sont dans les rushs de Shoah. Et donc, en raison des liens intimes entre Claude Lanzmann et le mémorial, la CFL a décidé de donner ce lot d'interviews au mémorial de la Shoah, car nous pensons que Claude en aurait été très, très heureux. En particulier, Corinna Koolmas a insisté en disant que vraiment, Claude aurait voulu que quelque chose de son œuvre soit au mémorial. Donc il s'agit d'un trésor qui sera peut-être plus facile à étudier que le premier lot de Berlin, parce que là, on les connaît déjà, les 70 personnes. Et il va être intéressant d'étudier la différence entre ce qu'ils disent avant d'être filmés et ce qu'ils disent au moment d'être filmés, d'étudier comment Claude les prépare au tournage. Ça va être très, très intéressant. Donc la mise à disposition des archives à des fins de recherche fait partie des missions de la CFL et il nous paraît fondamental que ces recherches se fassent aussi à un niveau international en raison de l'universalité de l'œuvre. Donc, je ne saurais trop recommander au mémorial de se rapprocher du musée juif de Berlin, qui a déjà 4 ans d'avance dans l'intérêt de l'œuvre, pour que ce sont les chercheurs qui s'arrangeront entre eux, les modes de référencement, d'indexation, de contextualisation soient les mêmes. Enfin, c'est-à-dire ceux qui sont déjà utilisés au mémorial. Presque tous les membres de notre association sont germanophones, hein, et donc nous souhaitons développer cette collaboration franco-allemande dans la lignée de la candidature UNESCO et
Et Claude Lanzmann aussi avait beaucoup d'affinités avec l'Allemagne. Dès l'après-guerre en 1948, il a passé 3 ans, une année à Tübingen, 2 années à Berlin, et il avait aussi un lien intime avec l'Allemagne. Voilà. Et j'en profite aussi pour vous dire que l'autre priorité de la CFL, c'est l'éducation. Dans la lignée de ce que Claude Lanzmann avait commencé il y a 25 ans, en choisissant des extraits de Shoah, 6 extraits de Shoah, pour l'éducation nationale, qui avaient fait l'objet d'un DVD et d'un livret pédagogique. Alors là, nous avons renouvelé cela il y a 2-3 ans avec l'UMNI Enseignement et avec la version restaurée de Shoah que vous pouvez voir en ligne actuellement. Habituellement, c'est réservé aux professeurs qui ont des mots-clés pour aller sur une plateforme. Mais là, vous pouvez aller voir. Il y a donc 6 extraits de Shoah qui ne sont pas une version courte de Shoah. Ils ne sont pas faits pour être vus d'affilée du tout. Si on veut passer 3 heures, il vaut mieux regarder les 3 premières heures de Shoah. Mais ça permet à un professeur, dans 1 heure de cours, de montrer un extrait de Shoah et, même s'il n'est pas spécialiste, de pouvoir préparer ses questions et ses réponses. Alors donc, pour cela, pour ce grand projet pédagogique avec les extraits de Shoah, j'ai le soutien de l'UNESCO, et Audrey Azoulay a déjà lancé cela avant de partir en interne pour que que ça soit traduit d'abord dans toutes les langues de l'UNESCO et que ça soit mis à disposition sur le site internet de l'UNESCO. J'ai donné les droits sur les 6 extraits de Shoah. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui va durer un certain temps à mettre en place, bien sûr. Et on a aussi le soutien de l'Institut français, avec les 100 instituts français, les 600 alliances françaises, qui vont aussi nous aider à diffuser les extraits de Shoah avec le livret pédagogique. Et parmi les événements qui ont déjà eu lieu depuis le début du centenaire, lundi 24 novembre, la France Mémoire a organisé à l'Institut de France la présentation d'un extrait de Shoah devant 300 élèves qui sont venus des 30 académies à Paris, y compris de Guyane, de partout, des Antilles. Et tous les jours, Caroline Garde, qui est aussi que je salue dans la salle, me fait suivre des remerciements de tous les professeurs de toutes les académies qui sont ravis. Et en plus, l'après-midi, ils ont visité soit le mémorial, soit le MAGE. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire ? Je pourrais vous parler pendant des heures, mais en fait, je voudrais conclure sur un texte que j'aime beaucoup, que j'ai déjà lu d'ailleurs à l'UNESCO, parce que vraiment je le trouve très fort, écrit par Jean-François Forge, et que vous pouvez lire d'ailleurs sur le site de France Mémoire, qui a fait une très belle page sur Claude Lanzmann. Je vous invite à les regarder aussi. Alors, je vous lis ce texte de Jean-François Forge. Parce que, en fait, à l'heure de la résurgence de l'antisémitisme, et ce n'est pas encore lui là, c'est moi qui le dis, et de la disparition des contemporains de la Shoah, voici ce texte, parce que vraiment Shoah est un outil pédagogique formidable. C'est non seulement une œuvre d'art, un des 100 films régulièrement classé dans les classements internationaux parmi les 100 plus grands films de l'histoire du cinéma, pas des documentaires, du cinéma. Eh bien, en plus d'être cette œuvre d'art, c'est aussi un outil pédagogique formidable. Comme vous l'a dit Éric de Rothschild, il n'y a pas un cadavre, il n'y a pas de violence, il y a uniquement du temps, des visages pour réfléchir. Voici ce que dit Jean-François Forge. Les films de Claude Lanzmann sont plus que jamais nécessaires au moment où la haine séculaire latente à l'encontre des Juifs a ressurgi en quelques heures, balayant envers les Juifs la bienveillance, la compassion, l'humanisme, le féminisme, au moment où des élèves juifs sont contraints de quitter certaines des écoles de la République, au moment où les accusations de crimes extrêmes commis par les Juifs conduisent au début d'une situation nouvelle et redoutable, l'effacement de la mémoire de la Shoah,
contre lequel le film Shoah est peut-être notre arme la plus puissante. Voilà, je vous remercie. Merci, cher Dominique. J'appelle maintenant M. Serge Toubiana qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir. Merci. Merci Dominique. 2025 célèbre à la fois le centenaire de Claude Lanzmann et le 40e anniversaire de Shoah, sorti en 1985, comme chacun s'en souvient. Double célébration d'un homme et de son œuvre. Un comité d'honneur composé de plusieurs personnalités s'est créé autour de Dominique Lanzmann, sa veuve. De nombreuses actions, initiatives sont prévues dès cette fin d'année 2025 et couvriront l'année 2026. Toutes sont et seront conçues autour d'un thème fort, la mémoire. Car Claude Lanzmann, durant sa vie d'écrivain, de journaliste, de cinéaste et de producteur, fit œuvre de mémoire. Shoah est au centre de sa vie d'homme. Il n'a pas 50 ans lorsqu'il entame le long chemin qui le mènera à ce film unique. 60 lorsqu'il l'achève en 1985. Shoah aura accaparé près de 15 ans de sa vie, occasionnant tant de voyages, d'inquiétudes et de doutes, de tâtonnements, de moments d'abattement, ponctués de rencontres pour la plupart miraculeuses et passionnantes. Je vous renvoie au magnifique film réalisé par Guillaume Ribot, « Je n'avais que le néant », fait à partir des archives de Shoah, véritable making-of du film. Ce film est visible sur la plateforme d'Arte et j'ai eu l'occasion de le présenter chez MK2 Odéon il y a quelques jours. Il lui fallait trouver, à Claude Lanzmann, se mettre à la recherche, non de survivants, mais de ceux qui ont vu de leurs yeux la mort en face, la destruction du peuple juif par les criminels nazis. Claude l'a dit lui-même, il l'a répété tant de fois. Shoah n'est pas l'œuvre qui célébra la survie du peuple juif. C'est l'œuvre colossale et hasardeuse qui voulait regarder dans les yeux même le processus de la mort et de l'extermination. En confiant près de 220 heures d'enregistrement et d'interviews menées par Claude Lanzmann, aidé par ses interprètes, Barbara Janica, Francine Kaufmann et Madame Apfelbaum, au mémorial de la Shoah, Madame Dominique Lanzmann et l'AFSL, l'association Claude et Félix Lanzmann, contribuent de manière très symbolique à ce travail de mémoire. Étudiants, chercheurs, historiens, curieux de France et d'ailleurs pourront ainsi découvrir un vaste univers sonore, enfoui, peuplé de fantômes qui ne demandent qu'à renaître pour faire entendre leurs précieux témoignages. Les voix des nombreux témoins qui ont permis à Claude Lanzmann de concevoir et réaliser Shoah. Ces bandes sonores sont les voix de Shoah. Sans elles, le film n'existerait pas. Celle de Simon Sbrennik, survivant de la dernière période, enfant de 13 ans et demi, l'enfant chanteur que Claude avait convaincu de revenir avec lui à Chelmno. Il avait alors 47 ans. Il chante sur une barque au tout début du film. C'est un moment de gravité poétique incroyable. Celle de Jan Pivomski, survivant de Sobibor. Celle de Michael Podschlebnik, qui déposait les cadavres, dont celui de sa femme, dans les fosses, en devant les disposer comme des harengs, tête bêche. Celle de Paula Biren, retrouvée à Cincinnati aux États-Unis, survivante d'Auschwitz. Celle d'Abraham Bomba, retrouvé en Israël après une très longue recherche et maintes péripéties, sélectionné parmi les coiffeurs pour couper les cheveux des femmes avant leur entrée dans les chambres à gaz. Il disait,
dans ce film, dans Shoah, j'obéissais aux ordres, dit-il à Claude. Couper les cheveux comme l'aurait fait un coiffeur qui fait une coupe normale, mais qui doit en même temps en ôter le maximum, car ils avaient besoin des cheveux des femmes qu'ils expédient en Allemagne. Claude demande « Vous ne les tondiez pas ?» « Non, nous coupions simplement. Il fallait qu'elle croie à une coupe normale. » La voix chevrotante de Franz Suchomel, SS, Unterscharführer, piégé par cette caméra qui s'appelle la paluche, inventée par le génial Jean-Pierre Boviala, et grâce à la malice de Claude et de son équipe, parmi laquelle son non moins génial chef opérateur, Dominique Chapuis, disparu à l'âge de 53 ans en 2001 à la suite d'un cancer. C'est ce nazi, décrivant tranquillement Treblinka en détail et sans le moindre remords, pour la somme de 2000 francs suisses. Celle encore de Philippe Müller, juif tchèque, survivant des 5 liquidations du commando spécial d'Auschwitz, qui avait 20 ans. Celle de l'historien Raoul Hilberg, celle de Richard Glazar, de Yehuda Bauer, de Hersch Smolar, toutes les voix de Shoah. Cette polyphonie mortuaire venue des catacombes, il est vital de la sauvegarder pour en garder la mémoire. Une mémoire éternelle, universelle, une mémoire pour l'humanité. Il s'agit d'une double sauvegarde. J'entends par là qu'il faudra également veiller à la sauvegarde des supports, car nous savons que les techniques évoluent et vieillissent, se périment. Confier ces bandes sonores au mémorial de la Shoah, c'est faire œuvre de mémoire. C'est par là même faire confiance à l'avenir et aux jeunes générations qui viendront écouter et apprendre. Il nous revient de transmettre, dans le seul but de ne jamais oublier, toujours se souvenir. Donc vous l'avez compris, la CFL a décidé de déposer au mémorial 95 cassettes que nous allons numériser, cataloguer, indexer et qui seront dans quelques mois à la disposition des chercheurs. En tous les cas, merci Dominique et merci à la CFL de votre confiance. Ces archives viendront enrichir le fonds du mémorial, dont l'objectif est véritablement d'être ouvert le plus largement possible à tous les chercheurs du monde entier, aux Français, aux Allemands et à ceux du monde entier. Voilà, je voudrais féliciter le service des activités culturelles et sa responsable Sophie Nagiscard qui ont monté cette exposition que je vais vous inviter à découvrir, remercier également les différents services du mémorial, le service communication, le service logistique qui ont œuvré pour l'organisation de cette exposition et de cette inauguration. Je crois n'avoir oublié personne, et si, peut-être vous. Je voulais aussi vous remercier d'être là, d'être présent et d'être venu participer à cette soirée. L'exposition est désormais ouverte, vous pouvez la voir au 3e étage de ce bâtiment. Merci beaucoup, à très bientôt.